Bonjour à tous. Alors, petite capsule qui ne va pas durer très longtemps, mais je souhaitais la faire pour vous donner 7 astuces pour combattre l'hyperphagie boulimie. Alors, dans cette vidéo, on va voir que différents points, vous savez peut-être pas ce que c'est la boulimie, enfin l'hyperphagie plutôt, pardon. Donc, je vais vous expliquer et ça va vous permettre après d'avoir au moins 7 astuces pour euh, combattre donc l'hyperphagie. Donc, à savoir que l'hyperphagie, c'est environ 3,5% des femmes et 2% des hommes qui souffrent d'hyperphagie boulimique. Alors, vous voyez, il y a très très peu de personnes, mais on va de plus en plus sur une augmentation et c'est un trouble de conduite alimentaire qui est de plus en plus connu et qui est pris de mieux en mieux, on va dire, en charge. Alors c'est un trouble alimentaire qui est reconnu au même titre que l'anorexie et la boulimie, hein. Donc les personnes souffrant d'hyperphagie, c'est des personnes qui souffrent, hein, qui sont vraiment dans un mal-être et qui n'arrivent pas à trouver de solution. J'accompagne différentes personnes dans ces troubles-là et c'est vrai que elles sont quand même démunies par rapport à ça. Alors qui je suis? Je suis Grégory Richard, je suis expert en approche comportementale de la nutrition. Je reçois en cabinet et je consulte aussi en visioconférence en France et à l'étranger. Et je suis aussi le créateur de la gamme Bien-être Nutrinium, qui est une gamme de compléments alimentaires bien-être, mais aussi de cosmétiques naturels, bio et vegan. Voilà. Donc vous avez entre autres les deux adresses des sites internet. J'en profite, n'hésitez pas d'aller sur la chaîne YouTube et de vous abonner. Ça vous permettra d'avoir toutes les vidéos que je fais. Vous serez prévenus. Voilà. Donc le petit QR code, c'est aussi l'occasion. Je vous offre un bilan nutritionnel et comportemental qui est totalement offert. Il dure à peu près 45 minutes à 1 heure. Donc, comme je vous disais, l'hyperphagie. Alors, quels sont les critères de l'hyperphagie? Comment on peut éventuellement reconnaître si on souffre d'hyperphagie? Eh bien, dans un premier temps, tout ce qui est épisode récurrent de crise de boulimie. Ça veut dire que l'absorption doit être dans un temps limité. Donc ça, c'est important. On va voir aussi la différence entre la boulimie et l'hyperphagie. Mais l'absorption des aliments est vraiment dans un temps limité. Et dans ce temps limité, on va avoir une très grande quantité de nourriture qui va être ingérée. Et on a vraiment une sensation de perte de contrôle. C'est pour ça que on peut entendre dire oui, mais il faut que tu fasses autrement pendant la crise, etc. Alors que à partir du moment où nous sommes, où les personnes sont dans la crise, il y a vraiment une perte de contrôle. Donc c'est très très difficile, voire quasiment, enfin, quasi impossible, de stopper la crise et donc aller jusqu'au bout. On a aussi des épisodes qui sont caractérisés par au moins 3 de ces caractéristiques que je vais vous présenter. Soit le fait de manger beaucoup plus rapidement que la normale, d'accord? Donc c'est vraiment une sensation de manger vite. C'est pas une personne qui va manger ses repas vite, hein, mais on va manger un petit peu goulûment, hein, jusqu'à se sentir vraiment très rempli, un inconfort qui va être vraiment présent. Et encore une fois, on va manger en très grande quantité sans ressentir la faim. C'est-à-dire qu'on va voir par la suite, mais on peut avoir une émotion et manger en très grande quantité sans avoir la notion de faim, hein. Le fait aussi de manger seul,
parce qu'on se sent gêné par rapport aux quantités qu'on va ingérer. Donc certaines personnes, entre autres, que j'accompagne, avaient ces troubles-là, s'arrêtaient sur le trajet de retour entre le travail et la maison, s'arrêtaient dans les boulangeries ou dans un supermarché et manger dans la voiture, par exemple. Le cinquième point, c'est se sentir dégoûté de soi-même, déprimé ou coupable. Alors ces sensations-là, c'est quelque chose qui est très très fréquent et voire à chaque fois lors de crises, on va manger, 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 et à la fin il y a une sensation de dévalorisation qui va se mettre en place, le dégoût de soi-même, etc. On va être vraiment déprimé, plus bactère, et c'est entre autres ça qui va pousser encore plus loin la crise d'hyperphagie, et on va commencer à manger un petit peu plus, et puis après on se lâche. Et il y a vraiment le lâcher prise total. Le C, ça va être la présence de souffrance marquée. Donc par rapport à ça, par rapport à ces situations-là, on peut que être dans la souffrance. Le comportement qui survient, les crises, ça va être à peu près au moins une fois par semaine depuis les 3 mois. Donc c'est-à-dire que si vous avez des crises comme ça qui sont récurrentes depuis 3 mois, à peu près une fois par semaine, vous ne savez pas pourquoi, vous allez sur la nourriture et vous mangez en très grande quantité jusqu'à temps d'être pas bien. D'accord? Donc ça en fait partie. Il n'y a pas de comportement, donc ça c'est important, il n'y a pas de comportement compensatoire comme le vomissement, utiliser des laxatifs ou la pratique d'activité physique intense. Alors, pourquoi c'est important? Parce que l'hyperphagie ne va pas essayer d'éliminer ce qu'elle a ingéré, contrairement à la boulimie ou à l'anorexie qui va faire en sorte de se faire vomir ou de prendre des laxatifs pour enlever tout ce qu'elle a ingéré. Donc c'est pour ça que ce point-là est important. Donc si vous reconnaissez dans ces différents points, je vous invite à re-regarder la vidéo. Si vous reconnaissez dans ces critères, eh bien il est temps de penser à vous et de mettre en place des outils pour améliorer la relation avec les aliments. Et on va voir que améliorer la relation qu'on peut avoir avec l'alimentation, c'est aussi améliorer la relation qu'on a avec nous-mêmes. Parce qu'encore une fois, les crises, et ça on va le voir, ne viennent pas comme ça. D'accord? Donc ça, on va voir après dans les 7 choses, 7 astuces. Donc première astuce, faites preuve d'autocompassion. Parce que les personnes qui souffrent d'hyperphagie boulimique sont souvent des personnes qui vont être très généreuses, qui vont vraiment rendre service, ils vont faire don de soi par rapport, ils vont vouloir rendre service, être présentes, etc. Sauf que elles vont s'oublier. Et s'oublier, c'est forcément, on va avoir peut-être une sensation de détresse, et c'est pas quelque chose qui va favoriser la sortie de crise. Donc c'est vraiment une démarche qui est encore une fois importante à faire. C'est une démarche vers la guérison, c'est de s'impliquer et de se mettre en priorité. C'est-à-dire penser à soi, avoir un moment pour soi. On peut s'occuper de sa famille, de son entourage, de ses collègues, peu importe, mais c'est aussi très important d'avoir un moment pour soi, et entre autres les femmes. Les femmes vont être mères de famille, épouses, vont s'occuper du foyer, ont leur travail. Alors ça, c'est vraiment le stéréotype, hein, mais elles s'oublient très souvent, alors que c'est important, encore une fois, d'avoir des activités, par exemple, à part du couple, où il n'y a pas le mari, où il n'y a pas l'enfant, où c'est vraiment que pour soi. Donc ça, c'est la première astuce. Après,
Le deuxième, c'est analyser les crises de compulsion. Parce que avoir des compulsions, subir les compulsions, ne pas savoir quoi faire quand on l'a, c'est une chose. Mais par contre, c'est se poser la question. Par exemple, peut-être que vous avez eu une crise hier soir, vous avez peut-être avalé à toute vitesse dans un coin ou dans votre voiture un paquet, un paquet entier de chips et puis un, deux, trois paquets de gâteaux. Il faut, il faut arrêter de se culpabiliser. Plus vous allez rentrer dans la culpabilité et plus vous allez rester dans le cercle. Il faut plus, lorsque vous avez une crise, à la fin, vous poser différentes questions. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Quel était en fait, comment vous vous sentiez à ce moment-là? Est-ce que vous sentiez seul, triste? Vous sentiez peut-être abandonné? Ça, il faut vraiment décortiquer la crise. Peut-être que vous avez une émotion. L'émotion, quelle était l'émotion? Qu'est-ce qui vous a touché dans la journée ou les derniers jours? Et puis, vous pouvez prendre un journal de bord et puis écrire tous les débordements que vous avez eus, toutes les crises, sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et mettre en face l'émotion, la sensation, ou peut-être ce qui a été vécu dans la journée ou juste avant. Et travailler sur ces situations, cette façon de penser. Donc ça, c'est la première étape de travail, c'est en prendre conscience et mettre, si vous voulez, des mots sur les crises. Pourquoi vous avez des crises? Je sais que beaucoup de personnes savent pourquoi elles ont des crises et ne savent pas comment faire. Encore une fois, on va le voir un petit peu plus loin. Mais pour ceux et celles qui ne savent pas, qui se disent, tiens, c'est bizarre, j'ai des crises, je sais pas, c'est vrai qu'il m'a agacé ou c'est vrai que je me sens seul, mais voilà, tout le monde, je suis pas la seule à me sentir seule, c'est pas normal que je mange. Pourquoi elle n'arrive pas à comprendre? Il y a toujours une raison. Il y a ce qu'on appelle un élément programmant, un élément déclenchant, et c'est sur ça, alors c'est un peu trop long à vous expliquer comme en vidéo, mais c'est des exercices à mettre en place. Donc troisième point, ça va être cesser la restriction calorique. Parce que ça fait encore une fois, c'est le cercle vicieux. C'est-à-dire qu'on veut perdre du poids souvent, on va tout couper et on va être même en dessous des 1200 calories. Alors en dessous de 1200 calories, moi par exemple, durant mes accompagnements, je descends jamais, même si on ne calcule pas les calories. Moi, par rapport au semainier, par rapport à ce que les personnes remplissent, j'ai l'habitude, donc je vois à peu près à combien de calories elles sont, et à aucun moment je fais descendre en dessous de 1200 calories. Pourquoi? Parce que pour moi, en dessous de 1200 calories, on est dans la restriction, et du coup, la restriction, ça amène des compulsions. Si on prive l'organisme de carburant, les hormones vont stimuler, entre autres, la faim, et au bout d'un moment, ça va être tellement intense qu'on va finir par craquer. Donc encore une fois, même si vous avez un objectif de perte de poids et que vous souffrez d'hyperphagie, il faut absolument, absolument stabiliser la relation que vous avez avec les aliments et entre autres par rapport aussi à l'entourage psychologique que vous pouvez avoir. Dites-vous surtout qu'en diminuant les compulsions, votre corps, petit à petit, va retrouver son poids d'équilibre. Lorsque j'accompagne des personnes qui souffrent d'hyperphagie, je n'axe pas à 100% mon accompagnement sur l'alimentation, mais on va travailler ensemble pour travailler différentes choses. La confiance en soi, l'acceptation de soi, qu'est-ce qui a fait, enfin pourquoi la personne se sent comme ça, comment ça se passe dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il y a un stress, comment on peut mettre en place, travailler ce qu'on appelle le répertoire comportemental. Enfin, vous voyez, il y a différentes choses, mais surtout pas
rentrer dans la restriction, plus vous allez être dans la restriction, dans les régimes, et plus vous allez alimenter la roue, et plus vous allez rentrer dans les compulsions et dans l'hyperphagie, parce que vous allez craquer, c'est obligé, c'est obligé. Donc, il y a une autre restriction, c'est la restriction cognitive. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de s'imposer des règles trop strictes. Par exemple, se dire, voilà, je veux perdre du poids, je ne vais plus jamais manger, par exemple, de chocolat, d'accord? On va bannir à vie de son alimentation le chocolat, et je vous mets ma main à couper que vous allez réussir peut-être quelques semaines à l'éliminer complètement, mais par contre, c'est, je pense, ça va être un des aliments qui va vous faire craquer. Et là, quand vous allez craquer, vous allez en manger plus que la normale. Parce qu'encore une fois, vous avez été dans la restriction, vous avez été aussi dans la frustration. Et le fait d'être dans la frustration, vous allez vous lâcher à un moment donné. C'est pour ça, encore une fois, qu'il faut adapter son alimentation, s'autoriser à avoir des plaisirs, d'accord? Et c'est pas des dérapages, c'est pas des craquages comme on peut entendre, mais c'est des plaisirs parce que les mots ont aussi un sens. À partir du moment où vous employez le mot craquage, c'est par exemple le fait de se dire j'ai fait quelque chose qui ne va pas, c'est pas bien. Alors que le plaisir, manger un morceau de chocolat, c'est tout à fait normal. D'accord? Donc on continue. Donc ça, là, on était au point 4. Le point 5, eh bien, le point 5, ça va être restructurer ses pensées. Alors, la thérapie cognitivo-comportementale, c'est une approche qui est mise en place pour permettre de traiter les troubles alimentaires. Hein, on peut appeler ça aussi les TCA, les troubles du comportement alimentaire. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on va restructurer les pensées. On va modifier ces pensées sur des choses qui vont être meilleures. Ça veut dire que moi, je vous invite à prendre un journal, un petit carnet, et puis noter vos pensées. Toutes les pensées, par exemple, négatives, jour par jour ou toutes les semaines. Et puis, chaque jour, vous faites un petit exercice de changer cette façon de penser. Parce que quand on va mal, on va penser à mal. Et si on pense à mal, on va rester dans le mal. Alors que si ça va mal et qu'on s'autorise à penser même une chose de bien, ça va nous donner une bouffée d'oxygène. Et plus vous allez mettre en place cet exercice-là, et plus votre cerveau va se mettre en mode tout va bien. Vous allez en fait vous allez voir que vous allez fonctionner autrement. C'est pas quelque chose qui est simple, mais ça passe aussi par là et c'est obligatoire. Et au-delà de l'hyperphagie, vous allez voir que dans la vie de tous les jours, ça va vous sortir de certaines choses qui sont pas forcément agréables. Je vous invite à le faire. Une pensée négative, changez-la en pensée positive. Notez-la et mettez comme ça qu'on va revenir derrière. Peut-être le lendemain, eh bien, vous n'allez pas avoir la même façon de penser. Le point numéro 6, donc réfléchissez à la relation que vous avez avec votre balance. Oui, j'ai encore. J'ai pas mal de personnes qui passent leur temps, quelque part, à se peser. Parce que le fait de se peser, bah, c'est pas forcément bien. Je sais que j'ai un tableau à remplir avec les pesées, les mensurations. Par contre, lorsque je vois que c'est problématique, j'enlève. On enlève complètement les pesées et la prise de centimètres. Parce que la pesée, c'est souvent anxiogène et surtout pour une personne qui souffre d'hyperphagie, il faut se détacher de la balance. C'est très très important. Si votre humeur est affectée après une pesée,
arrêtez, détachez-vous de la balance. Encore une fois, il vaut mieux se focaliser sur votre façon de penser, la façon de vous alimenter et ne pas penser aux chiffres. Un chiffre ne veut absolument rien dire. J'ai le cas tous les jours. Vous pouvez prendre par exemple un homme qui fait 80 kg de gras, 80 kg de muscles, vous n'allez pas du tout avoir la même apparence. Vous pouvez faire 60 kg, 70, 80 kg, avoir un tour de taille, perdre, admettons, 15 cm de tour de taille et perdre seulement 1 ou 2 kg. Est-ce que vous préférez perdre 1 ou 2 kg, enfin même 5, 6, ou perdre 15 à 20 cm de tour de taille? Est-ce que vous pensez sincèrement que d'avoir entre 15 à 20 cm de tour de taille, enfin tour de ventre, pardon, en moins, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous faciliter, par exemple, je vous donne un exemple, de faire vos lacets plus facilement, sans être essoufflé ou en apnée? Est-ce que c'est 15, 20 cm de tour de ventre en moins, est-ce que ça vous faciliterait pas les mouvements? Donc vous voyez, le poids, ça veut tout et rien dire. C'est comme les calories. Les calories, ça veut tout et rien dire. Tout dépend quel type de calories ou de quoi on parle. Et le point numéro 7, retrouver les signaux de faim et de satiété. Donc ça, pour les personnes qui ont fait beaucoup de régimes, c'est assez compliqué et c'est assez long. Donc c'est un travail à faire avec, il y a différents exercices à mettre en place. Donc ça, il faut le faire avec un professionnel de la nutrition, parce que c'est encore une fois, c'est important de savoir si par exemple on mange par automatisme ou c'est vraiment la faim. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir une sensation de faim, la reconnaître et aussi une sensation de satiété. Lorsque vous mangez, moi je vous invite à le faire, ou avant un repas, ou avant par exemple un encas, vous dire est-ce que là, j'ai faim, ou est-ce que c'est quelque chose d'automatique? Est-ce que le fait de prendre un morceau de chocolat, un morceau de pain, peu importe quoi, est-ce que parce que j'ai faim, ou c'est automatique parce que voilà, je ne sais pas quoi faire, ou j'ai une émotion? Deuxième point, vous pouvez très bien le faire lorsque vous êtes par exemple à table, en fin de repas, ou au plat de résistance, vous dire est-ce que c'est de la gourmandise? Est-ce que j'ai encore faim? Ou pas? Est-ce que c'est un automatisme? Ou j'ai réellement encore faim? Et vous allez voir que petit à petit, le fait d'intégrer ces pensées-là, vous pouvez mettre, comme je l'ai mis, sur une échelle de 0 à 10, et ça va vous permettre d'évaluer en fait ces sensations-là, et vous allez vous reconnecter avec ces sensations qui sont indispensables. Indispensables. Donc voilà. Donc j'espère que ces 7 astuces, j'espère que déjà dans un premier temps, vous comprenez mieux ce qu'est l'hyperphagie. Je reste disponible, hein. Donc vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas, vous avez le QR code, vous avez juste à le flasher, ça, vous avez la possibilité de réserver votre bilan gratuit en visioconférence, hein, en France et à l'étranger, donc n'hésitez pas. Vous avez mon Facebook, hein, Grégory Richard. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube. Vous serez prévenu à chaque fois. Voilà. Donc encore une fois, c'est important. Là, le contenu de l'assiette, c'est vraiment le résultat. Et je le dis, je le redis à chaque fois. Mais le contenu de l'assiette, c'est vraiment le résultat de tout un tas de choses autour qui est très très important. En fait, c'est la base. Comprendre pourquoi vous fonctionnez comme ça, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se passe comme ça. Et je vous donne la possibilité, avec des exercices concrets, de mieux comprendre, de combattre cette sensation et d'aller mieux. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à très vite.